Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Award. Aujourd'hui, nous allons parler de Cloudspire, un jeu de Adam et de Josh Carlson et de Josh Wilgus qui est édité chez Chip Theory Games. C'est un jeu qui est édité pour l'instant uniquement en VO et qui est un jeu un petit peu spécial dans le sens où c'est un MOBA. C'est-à-dire un jeu où on va avoir toute une série de troupes qui vont avancer et aller attaquer l'adversaire. On va se défendre, et c'est pour ça qu'on appelle ça aussi un tower defense, où on va avoir toutes des tours qui vont empêcher les troupes adverses qui vont foncer vers vous de vous atteindre. Donc on va défendre ces plateaux, on va défendre ces citadelles. Et ici j'ai installé un plateau pour 3 joueurs. On va défendre ces citadelles face aux pions, face aux mobs ennemis qui vont nous assaillir de manière systématique. Alors c'est un petit peu différent, pour le fois on est passé au jeu à l'allemande un petit peu traditionnel et on a vraiment quelque chose de très intéressant ici. Alors déjà on peut parler du poids du matériel parce que au niveau de la boîte, quand vous la prenez, la première chose que vous allez remarquer c'est son poids, parce que dedans on a tout du néoprène, une qualité qui nous change des pièces en carton habituelles vu que le néoprène ici est beaucoup plus souple, beaucoup plus épais et finalement beaucoup plus doux et agréable à toucher, à manipuler. On a du néoprène pour avoir une série de tuiles, parce qu'ici on a une série de tuiles qui forment le plateau de jeu, qui va se mettre de manière aléatoire, une tuile de trop pour pouvoir avoir un certain renouvellement des parties, et des pions de type jeton de poker, aussi de très bonne qualité pour des pièces que l'on va retrouver à l'intérieur du jeu, qu'on va découvrir, parce qu'on va découvrir notre environnement, mais aussi pour chaque joueur, toutes ces troupes qui vont être placées, qui vont être créées avec ces mêmes jetons, qui sont des jetons recto-verso, avec des pouvoirs qui évoluent dans le temps, et des pions que l'on va ainsi utiliser comme des troupes qui vont foncer vers l'ennemi. C'est un Kickstarter, il y a moyen d'acheter encore quelques exemplaires restants, à mon avis ça ne durera peut-être pas longtemps, avant un retirage chez Chip Theory Games, qui ont l'habitude d'avoir effectivement des jetons qui partent très très vite et des pièces qui partent assez rapidement. À ce niveau-là aussi, il existe des possibilités pour ceux qui ont le jeu de créer des tours pour vos défenses, que l'on va créer avec des imprimantes 3D. Ici, on a une version de base, une version magasin, retail comme on dit, qui nous permettent de faire déjà une belle partie. Alors, on a 4 types de troupes, on a 4 factions existantes dans le jeu de base. Chaque faction a une citadelle, donc j'en ai mis 3 ici sur le jeu. Une citadelle ici, qui est aussi le plateau de jeu du joueur, qui va lui permettre de faire quoi? De développer. Vous voyez ici toute une série de numéros. Ce sont des développements possibles sur la citadelle. Et on a 2 endroits donc, qui vont être remplis de de jetons spécifiques qui vont compter les points de vie de votre citadelle. On va commencer avec 10 points de vie pour la citadelle. Et ce qu'on appelle la source, ce sont les manas, donc l'énergie que l'on va dépenser pour générer des défenses, pour générer des tours essentiellement, ou des développements de ma citadelle pour améliorer les pouvoirs disponibles d'un tour à l'autre. La première chose dont on va parler, c'est un petit peu le cadre. Qu'est-ce que fait Cloudspire? Cloudspire, en fait, c'est une période où les gens dans cette planète-là vivent sur des îles flottantes. Or, les îles sont en train de s'effondrer tout doucement et certaines îles sont encore avec suffisamment d'énergie pour flotter. Et ces îles sont évidemment le centre des intérêts des différentes factions qui sont encore en place sur la planète, qui veulent récupérer absolument ces îles spécifiques et vont essayer de s'attaquer pour en prendre le contrôle. Ça, c'est le pitch global. L'énergie, elle vient de la source, et la source, c'est le petit symbole qu'on retrouve sur toutes les tuiles qui sont au début du jeu, qui vont être avec un masque de lieu spécifique. Ce sont des points intéressants pour les joueurs parce qu'ils vont pouvoir y développer des tours de défense, et donc on va avoir une attaque importante et une découverte de lieux liés à ces espaces de puissance. Alors au début du jeu, on n'a que cette tuile-ci, la tuile centrale, avec la source centrale qui est révélée. Et chaque joueur, donc toutes les autres tuiles sont mises en mode masqué comme ceci. Chaque joueur va choisir une des tuiles masquées, va la prendre, va la révéler, va décider
du sens dans lequel il va la placer, et puis ensuite il va placer sa citadelle à un bout. Alors il y a quelques règles au niveau du placement. La première règle, ça va être que, évidemment ça doit être adjacent à l'existant, c'est que vous allez devoir avoir une route qui va du centre vers la tuile que vous avez placée. Donc interdiction de placer quelque chose qui n'aurait pas de lien de chemin vers le centre. Le chemin, c'est quoi? Ce sont ces hexagones qui ont un dessin de route sur lesquels mes troupes vont pouvoir se déplacer sans avoir besoin de talents spécifiques. Parce qu'à côté de ça, on a des plaines, des forêts, des eaux, des montagnes. Et certains lieux nécessitent donc d'avoir un talent qui me permette de traverser. Dans l'ordre, plaine, forêt, montagne, eau. Si quelqu'un a eau, il traverse tout. Si quelqu'un a montagne, il peut traverser tout sauf l'eau. Si quelqu'un a forêt, il peut traverser tout sauf l'eau et les montagnes. Et si quelqu'un a plaine, il peut traverser les plaines ou les routes. Donc, la route est une obligation. Et autre règle, c'est que, outre le fait d'avoir une route qui va donc jusqu'au milieu, je vais devoir placer ma citadelle en faisant en sorte que la porte d'entrée de la citadelle, donc ça s'appelle la gate, va me permettre d'arriver sur une route qui ainsi va me permettre d'aller jusqu'au milieu. Ça, c'est la règle. J'aurais pu le mettre à d'autres endroits éventuellement, tant que j'ai cette jonction ici. Ma citadelle va me permettre d'envoyer des troupes vers le milieu, et du milieu, je vais pouvoir aller me déplacer de toute façon vers un autre ennemi, vu que les règles de tout un chacun va être la même, d'avoir au moins un chemin vers le milieu et la possibilité d'arriver jusqu'à la citadelle. Il se peut qu'on arrive chez un ennemi sans passer par le milieu, parce que le positionnement des tuiles fait qu'ils sont beaucoup plus proches d'une manière ou d'une autre. Chacun va retourner une zone, donc une grande tuile ici, placer sa citadelle, et on va ainsi avoir les différents joueurs qui vont se mettre en place. Une fois que c'est fait, on va placer des lieux spécifiques sur les différentes sources qu'il y a sur chaque tuile. Chaque tuile possède systématiquement 2 sources. Une règle, c'est que la source la plus proche de l'entrée, si j'avais le choix entre deux, va être absolument une source de type marais, donc ce type de jeton-ci. Les lieux marais ont été prévus pour être accessibles, ou en tout cas avoir des actions plus spécifiques au niveau du début du jeu pour chaque joueur. Pourquoi? Parce qu'ils ont un intérêt à aller révéler ces tuiles-là et ensuite pouvoir construire le plus rapidement possible une tour. Donc systématiquement, la zone la plus proche de l'entrée va être avec une tuile marais. Les autres tuiles de lieux spécifiques vont être mélangées et placées sur toutes les sources que l'on va trouver dans chaque tuile de jeu. Donc une fois que chaque joueur a placé, on va révéler les autres. Chaque joueur va en ranger une de la manière qu'il souhaite. Et on va ainsi pouvoir commencer à jouer. Les 3 joueurs ici sont placés. On est parti. On va jouer comment? On va jouer pendant 4 manches. Chaque manche va être découpée en 2 parties très importantes qui sont la préparation et ensuite l'attaque. La première chose au niveau préparation, c'est qu'on va révéler une tuile, une carte d'événement. On va révéler cette carte à chaque manche, donc logiquement 4, sauf à la première. À la première, on n'en fait pas, donc au final, dans le jeu, on aura révélé 3 cartes événements sur un grand paquet disponible, avec des cartes aussi de très très bonne qualité à ce niveau-là. Et on va révéler cet événement, le lire, pour peu que vous puissiez parler anglais, parce que tout est encore en anglais. On peut retrouver au niveau de BGG les traductions françaises de toutes les factions, parce que chaque faction a une carte recto verso aussi en anglais, avec les pouvoirs, les talents qu'elle a, parce qu'il y a énormément de talents, de développement. Chaque forteresse a un développement spécifique. Après l'événement, l'étape suivante, ça va être de recevoir de la source, donc de l'énergie, pour préparer son tour. Cette énergie, on va l'indiquer avec notre compteur qui se trouve ici, et à la première manche, on va chacun recevoir 5 énergies, donc 5 sources. Deuxième manche 7, troisième manche 9, quatrième manche 11. C'est pareil pour tout le monde. On peut bien sûr avoir gagné de l'énergie dans les manches précédentes, dans d'autres phases d'action, qui permettront d'avoir plus d'énergie au départ que les autres. Une fois cette énergie récupérée, et que les bonus éventuels que chaque faction peut avoir, on va aller au marché. Il y a un marché, la tuile néoprène peut être achetée au coût de 2 sources, et chaque autre mercenaire a un prix, a un coût, qui est indiqué en haut à droite, avec un coût d'achat. De l'autre côté sont des informations quant à sa qualité de combat, et éventuellement des pouvoirs spécifiques qui sont indiqués ici, des
talent de déplacement propre à lui et un bonus quand il est détruit. Alors, on retrouve plusieurs types de tuiles. On retrouve des objets, ceux qui sont cerclés de bleu. Les objets ils vont être donnés à ce qu'on appelle un héros. Et il doit être donné à un héros quand il est dans la citadelle, quand on prépare l'attaque. On va retrouver des héros éventuellement. Les héros sont ceux qui sont cerclés d'or. Et il y aura une limite de position, il y aura une limite de déplacement, il y aura une limite au niveau du nombre de héros lors de chaque assaut. On va retrouver ceux qui sont cerclés de gris. Ce sont des tourelles, donc des tours de défense. Et les autres, ceux qui sont cerclés de bronze, ce sont des mercenaires simplement qui vont se déplacer comme vos troupes. Dès qu'on achète quelque chose, on va le placer derrière sa forteresse et elle va permettre d'être entrée en jeu quand on le voudra lors d'un assaut. Les tuiles néoprène ne sont pas remplacées. Si quelqu'un achète un mercenaire, on remet tout de suite du marché un nouveau mercenaire. Les tuiles de néoprène ici vont ensuite pouvoir être posées dans le jeu pour écraser des tuiles existantes et apporter quelque chose de plus, peut-être un nouveau passage ou bloquer un chemin éventuellement pour que le voisin soit un petit peu plus loin que l'autre. Mais cette tuile-là ne permet pas d'empêcher d'avoir un chemin qui me permettra d'arriver jusqu'au centre de ma tuile. Je dois toujours pouvoir continuer à jouer et chaque joueur doit pouvoir continuer à avoir un accès vers le centre. Par contre, je peux écraser ici, je peux me mettre en dehors, je peux me mettre en superposition, je ne peux pas écraser des sources existantes et il y aura des autres choses intéressantes avec ceci. Alors, le fait d'avoir été au marché, on va dépenser de la source. Chacun pourra aller chercher quelque chose au marché et ensuite on va passer à la phase suivante qui est une phase de construction. S'il vous reste de la source, que vous n'avez pas tout dépensé au marché, vous allez donc pouvoir la dépenser pour construire plusieurs choses. Chaque joueur va faire une construction à son tour de jeu, parmi ses limites, et on va tourner. Pourquoi? Parce qu'il y a parfois des intérêts de voir ce que l'un ou l'autre construit, ce qu'il a prévu de faire comme attaque ou comme défense, pour parfois contrebalancer en faisant une construction associée. Ce n'est pas une obligation, on peut très bien tous construire dans notre coin et gagner du temps au niveau du jeu. Mais les règles proposent que chacun fasse une construction à la fois. Alors quel type de construction je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir améliorer ma citadelle. Je vais payer un coût qui est indiqué sur ma fiche. Sur ma fiche, j'ai un niveau pour un lieu. Donc j'ai un lieu ici, le source drill, donc qui se trouve ici. J'ai le source drill, j'ai le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Pour faire un niveau 3, il faut avoir payé le niveau 2. Pour faire le niveau 2, il faut avoir payé le niveau 1. Et il y a un coût, 3, 4, 3 ici. Bien pour 3 sources, je peux avoir ma source drill au niveau 1. Et donc j'ai des petits marqueurs qui vont me permettre de pointer les endroits où j'ai déjà payé, faire bouger mon jeton source, pour avoir accès à un pouvoir supplémentaire. Chaque faction a des pouvoirs différents. À certains moments, là-bas il y a un petit dé, quand on arrive à un certain niveau de développement, on va gagner éventuellement un dé spécifique que l'on va alors pouvoir placer et jeter souvent une fois par manche pour une action bien donnée. Vous allez devoir lire chacun des avantages liés à chaque niveau de votre forteresse pour savoir comment vous développer, pour savoir comment faire. Ce qui veut dire que la première partie, elle va être fort studieuse parce que vous allez devoir découvrir votre faction, ses pouvoirs au niveau de la forteresse, mais aussi ensuite ses pouvoirs au niveau des troupes. Une fois que vous aurez fait ceci, vous aurez une idée globale de votre champ d'action. En tout cas, vous allez définir une sorte de plan de développement pour aller éliminer l'adversaire parce que c'est quand même un petit peu le but, c'est d'aller attaquer suffisamment l'autre pour le détruire. Chaque faction a des pouvoirs, des talents qui lui sont propres. Parfois, certaines faces de vos jetons, donc certains types de créatures, ne sont accessibles que si vous avez fait certains développements au niveau de votre forteresse. Comme je ne peux faire cela qu'une fois par manche lors de la phase de construction, c'est très important de ne pas rater cette phase-là et de bien faire vos choix à ce moment-là, d'avoir les ressources nécessaires que pour faire vos choix avant d'avoir tout dépensé au marché. Deuxième chose que je peux faire, c'est de placer une tour. Donc chaque joueur dispose d'un paquet de tours. Alors vous avez un beau petit outil de rangement ici où je vais ranger mes tours parce qu'elles sont plus nombreuses tout derrière.
mes troupes standardisées dans les deux lignes ici, et puis mes 3 héros tout devant. Beaucoup plus facile, et donc je vais payer les éventuels tours que je veux en réglant le prix indiqué sur le côté en haut à gauche, ici 4, ici 3, en les payant en source. Ce sont des tours, elles ont un cercle de gris. Et ces tours-là, je vais pouvoir les mettre où? Je vais pouvoir les mettre au début du jeu, à pas beaucoup d'endroits. Je dois les mettre sur une source. Or, je vous ai dit, les sources pour l'instant, elles sont masquées par des lieux à découvrir. Donc, je ne peux pas les mettre ici. Le seul endroit où je peux les mettre, ce sont deux endroits qui sont de part et d'autre de ma porte d'entrée, de ma gate, sur lesquels je vais pouvoir éventuellement construire ces fameuses tours. Ces fameuses tours, elles arrivent et elles vont venir avec des upgrades, avec des développements. Alors, quel type d'upgrade on va pouvoir trouver? On va pouvoir en trouver de 3 types. On va pouvoir trouver de l'attaque, de la portée et de la défense. C'est indiqué sur mon jeton. Ici, j'ai un rouge, un vert, donc j'ai une attaque et une portée. Cette attaque et cette portée, je vais les placer sous ma tour dans l'ordre que je veux. D'abord la portée ou d'abord l'attaque, c'est moi qui choisis. Ça a un impact dans le sens où quand ma tour se fait attaquer, eh bien l'ennemi va d'abord détruire le jeton qui se trouve le plus bas. Au début du jeu, si vous avez la portée qui va se mettre tout en bas et que vous perdez une portée, vous savez toujours attaquer. Si vous mettez l'attaque tout en bas et que l'attaque est détruite, vous avez de la portée mais vous n'avez plus de force de frappe, donc vous ne savez plus attaquer. Ça me semble donc plus raisonnable de mettre systématiquement l'attaque tout au-dessus. Certaines autres forteresses, elles disposent d'une tuile jaune qui est une tuile de défense. De la défense, ce n'est que pour empêcher de se faire détruire. On va avoir cette attaque et cette portée pour faire quoi? Pour éliminer les ennemis qui vont s'approcher de nous. Il faut savoir que par défaut, une unité armée a toujours une portée de 1, c'est-à-dire qu'elle peut toujours tirer autour d'elle. Ici, c'est un petit peu spécifique parce qu'on est dans la citadelle, mais imaginons qu'on ait exploré précédemment ceci et donc libéré un espace source et que j'ai construit, du coup, à ma phase de construction, ma plateforme sur une source, eh bien, j'ai une portée de base qui est de 1. Donc, par défaut, je peux attaquer des troupes qui se trouveraient tout autour de moi. Avec le range que j'ai en plus ici, j'ai donc une portée de 1 par défaut, plus 1. Donc, je peux aller à 2 tuiles de dégâts. Attention, un trou, je ne peux jamais le compter comme étant un déplacement. Donc, je ne pourrais pas, si jamais j'avais 3 de portée, je ne pourrais pas compter que je passe à travers le trou. Maintenant, avec ceci, je vais donc pouvoir augmenter éventuellement une de mes tours. Parce qu'en dessous, j'ai des petits ronds bleus. Ces petits ronds bleus m'indiquent le nombre d'upgrades, le nombre d'améliorations que je peux avoir sur une troupe. J'en ai déjà donc 2 par défaut ici. Il est indiqué 3, ça veut dire que je peux en rajouter une troisième. La troisième chose que je peux faire au niveau de ma phase de construction, c'est de payer pour ajouter un jeton en plus sur une tour déjà existante. Le prix du jeton dépend du nombre de jetons déjà présents. Quand il n'y en a pas, ça me coûte une source. Quand il y en a déjà un, ça me coûte 2 sources. Et quand il y en a déjà 2, je vais mettre un troisième. Par exemple, si je rajoute un range, eh bien, ça va me coûter 3 sources. 1 par jeton déjà présent, lorsque j'ajoute mon troisième jeton. Et donc, va me permettre d'avoir une portée plus importante pour aller attaquer les ennemis. C'est vrai pour tout, sauf pour ceci, pour les jetons jaunes, qui coûtent toujours 2, qu'importe le nombre de jetons présents. Certaines tours, elles, n'ont même pas d'attaque. Par exemple ici, je n'ai qu'une défense et je n'ai pas de petite bulle pour en rajouter. Je n'ai pas de petite bulle et pourtant j'ai un jeton. Oui, c'est possible que certaines tours aient plus de jetons au départ qu'il n'ait de petites bulles d'amélioration, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas en rajouter. S'il en perd, on ne sait pas en rajouter. Quand une tour va perdre son dernier jeton, elle est détruite. Si elle est détruite, l'adversaire qui l'a détruit va recevoir le bonus qui est indiqué en bas à droite d'une tour. Alors, je peux construire une tour, mais je ne peux pas la construire non plus n'importe où. Quand je construis une tour, il y a une règle, c'est que je dois la construire sur une zone qui est contrôlée. Une zone contrôlée,
Eh bien, quand j'ai ma citadelle au départ du jeu, je ne contrôle qu'une seule zone, c'est la tuile de sortie de ma citadelle. Quand j'ai construit sur cette tuile de sortie, eh bien alors je peux construire aussi sur les tuiles qui sont adjacentes à une tuile sur laquelle j'ai été placer une tour. Donc même si le point central avait été libéré par quelqu'un d'autre, je ne pourrais pas directement aller construire une tour en plein milieu du jeu. Je dois d'abord avoir une construction sur la tuile qui est adjacente à la tuile que je vise. Et par la suite, ainsi, je pourrais aller construire éventuellement plus loin. Une fois toutes mes constructions réalisées, je vais arriver dans une phase de préparation de mon assaut. Alors la préparation de mon assaut, je vais recevoir des points de commandement, dans ce qu'on appelle des CP, donc des Commandment Points, qui vont me permettre d'acheter des troupes ici. Les troupes, ça veut dire pas les tours, les héros ou les troupes de base. Elles ont aussi, comme pour les tours, un prix ici en jaune. Donc en jaune, ce sont les points de commandement, tandis qu'en bleu, on avait les points de source qui doivent être dépensés. Les points de commandement qu'il faudra donc dépenser pour acheter un mercenaire, pour acheter une troupe spécifique. Alors chaque joueur a dans son lot un héros qui ne coûte rien, coûte 0. Donc si là le premier tour, on peut déjà le mettre en jeu, le premier assaut. Et donc avec 5 points, je pourrais très bien acheter ici un dispatch, un de mes héros Auch et un Battleborn qui coûte 2. 3 plus 2 plus 0, ça fait 5. J'ai mes 5 points de troupe. Une troupe, elle va avoir quoi comme information? On va retrouver des points de vie en rouge, des points d'attaque, des points de déplacement, le coût d'achat en points de commandement, ce que ça rapporte si elle est éliminée par un adversaire, et puis éventuellement une qualité, un avantage tactique spécifique. Donc on en retrouve ici, on n'en retrouve pas là-bas et on en retrouve ici. Les points de vie sont représentés par des jetons rouges. Et donc je vais préparer chacune de mes troupes avec les points de vie qui lui sont associés. Et je vais ainsi préparer une pile d'attaque que je vais déplacer sur la porte d'entrée de ma forteresse, qui vont ainsi aller attaquer quelqu'un d'autre. Qui je vais aller attaquer? Eh bien, on le sait, avant de créer ces points de commandement, avant de créer ces troupes, parce que chaque joueur va pouvoir désigner son adversaire. Et donc, on va placer un marqueur, une sorte de balise, on va dire, vers l'ennemi que l'on désire attaquer. Chaque joueur va donc pouvoir choisir, tiens, moi je vais t'attaquer toi, toi je vais t'attaquer toi, et toi je vais aussi t'attaquer toi. Ainsi, on est à 2 contre 1 pour aller attaquer un joueur spécifique. Chacun choisit. On peut très bien avoir 3 joueurs qui attaquent le même, on peut en avoir 2 qui s'opposent 2 à 2, qui traversent tout le terrain et qui donc vont se croiser globalement au milieu. On va avoir un petit peu le choix au niveau de son adversaire. Mais donc on connaît chacun son adversaire, par exemple ici le bleu, ben, il sera tranquille, personne ne va l'attaquer. Et le gris, les Brownen, vont se faire attaquer 2 fois. Je vais donc choisir mes troupes, je vais les placer et je vais choisir 2 choses. La position de mon ou de mes héros. On ne peut en avoir que 2 sur le plateau de jeu. Je vais les placer systématiquement devant ou derrière ma pile de troupes qui vont attaquer. Autre chose que je vais pouvoir choisir, c'est mes troupes. Est-ce qu'elles attaquent en troupes disjointes, donc chacune avec sa vie propre, chacune avec ses déplacements et ses règles ainsi, ou est-ce que je fais un seul paquet avec toutes mes troupes? Alors si je fais un paquet avec toutes mes troupes, ou en tout cas je rassemble certaines troupes 2 à 2, je vais prendre la plus lente des 2 troupes et la mettre au-dessus. Ici elles ont toutes les 2 en déplacement, donc ça ne change rien. Je peux mettre celle que je veux dans l'ordre que je veux. Et je vais alors mettre les points de vie uniquement de la troupe qui se trouve au-dessus. La différence c'est quoi? C'est que quand une troupe ici sera morte parce que tous ses points de vie ont été détruits, eh bien la suivante arrivera seulement en jeu et pourra seulement commencer à agir. Mais elle ne se fera pas attaquer, elle ne se fera pas grignoter ses points de vie. Lors des déplacements, c'est uniquement celle du dessus qui va prendre tous les coups jusqu'à ce qu'elle meure et qui va laisser alors la troupe suivante avec ses points de vie tout frais qui va apparaître. Donc je vais choisir une troupe, 2 troupes, c'est un choix, le héros toujours devant ou toujours derrière. Et je vais placer ainsi mes troupes sur le plateau de jeu. Une fois que tout le monde a bien préparé ses troupes, vient la phase d'assaut. Et la phase d'assaut, c'est là-bas qu'on va
se frapper l'un l'autre jusqu'au moment où il n'y aura plus éventuellement que des héros au niveau des joueurs. Toutes les autres troupes auront été détruites et alors là, on terminera la phase d'assaut. Lors de la phase d'assaut, le premier round, vu qu'on va avoir plusieurs rounds d'assaut, on va toujours avancer ainsi vers l'ennemi, eh bien la première chose que je peux faire, je peux décider de construire. J'ai une construction limitée lors de la phase d'assaut, je peux sur l'ensemble de la phase d'assaut construire 2 fois. Et je peux construire que 2 choses, des tours ou des augmentations de tours. Et ensuite, donc je construis éventuellement lors de ce premier round d'assaut, et puis je vais me déplacer. Je me déplace ici de 2, ce qui est indiqué. Je me déplace sur la route, je n'ai pas le choix. Je vais vers l'ennemi, toujours en progression. J'avance de 2. Le deuxième, ici, va sortir aussi. Il ne sait faire que 1 parce qu'il n'y a aucun autre chemin disponible. Son copain bloque le chemin et donc il va s'arrêter, il va se bloquer à lui. Il ne sait pas prendre sa place, il ne sait pas monter dessus. C'est terminé. Mon héros que j'ai décidé de mettre à l'arrière, eh bien, il a aussi 2 déplacements. Il ne sait pas sortir parce qu'il y a la route qui est bloquée, mais lui a ce petit talent ici qui lui dit qu'il peut aller sur la forêt. Et donc, s'il peut se déplacer sur la forêt, il peut se déplacer sur la plaine. Il peut donc ainsi sortir éventuellement ici. Une fois que mes déplacements sont faits, on va voir s'il y a de l'artillerie, s'il y a des ennemis qui ont des tours qui nous permettent d'attaquer. Ici, il n'y a rien, on est beaucoup trop tôt au niveau du jeu. Pas de tour présente. Si jamais c'était le cas, elle tirerait une première fois sur les ennemis à portée. Donc la notion de range, je vous rappelle, ou les notions de dégâts. Pas d'action ici. Du coup, je peux faire quoi? Je peux aller regarder, révéler les landscapes, donc les paysages spécifiques qui se trouvent autour de mes jetons de troupes. Et je peux donc décider de cacher et de regarder juste pour moi ce qu'il y a derrière un des jetons et choisir de le révéler ou pas. Certains jetons m'obligent à les révéler parce qu'ils ont une spécificité qui dit Engage, donc qui force à montrer le jeton. C'est spécifique. Il y a toute une feuille avec tous les talents des mercenaires ou des paysages qui expliquent clairement ce que fait ce paysage, ce personnage ou autre. Ici, on retrouve une créature qui a 4 points de vie, qui a 2 en déplacement, mais elle ne se déplace pas, elle reste systématiquement sur place, et qui rapportera 3 au niveau de la source si jamais elle est éliminée. Et donc, je décide ou pas de la révéler. Si je la révèle, elle se retrouve ainsi, visible. Je peux aller garder l'autre ou ne pas risquer parce que j'ai des peurs, j'ai des craintes de trouver une attaque obligatoire. Quand j'ai révélé ici, eh bien, mes troupes qui sont juste à côté, elles voient un ennemi, elles frappent. Si c'était mon chef, il pourrait choisir de frapper ou de ne pas frapper. Il est toujours libre de. Quand je frappe une troupe ennemie, eh bien, je vais lui faire des dégâts. Les dégâts sont liés à la valeur d'attaque de la troupe. Ici, j'ai une troupe qui fait 1 de dégâts. Eh bien, si je frappe, je vais lui retirer un jeton de vie, simplement, en dessous. Le talent de cette troupe-ci, c'est qu'elle frappe aussi fort qu'on l'a frappée. Et donc, on l'a frappée à 1, elle est toujours en vie, elle va avoir un droit de réponse, elle va pouvoir répliquer, frapper son assaillant. Et donc, elle aussi pourra lui faire 1 point de dégâts, comme on lui a fait. L'autre joueur, ici, qui peut aussi frapper, parce qu'il est aussi contre, et en plus il a un talent range de 2, qu'il pourrait frapper à 2 cases. Il peut donc aussi le frapper, il fait toujours aussi un dégât, mais une troupe, quelle qu'elle soit, ne riposte qu'une seule fois. Et donc, elle ne se fait pas attaquer en retour, elle ne perd pas d'énergie, et elle va donc pouvoir continuer. L'action d'attaque est terminée ici, la troupe est toujours en vie, elle restera en vie pour le round suivant. L'autre joueur va faire le même type d'action, va pouvoir se déplacer. J'ai ici le héros qui se déplace de 2 cases, mais lui qui a le talent de vol, et donc il peut très bien aller se caler derrière ici. Les autres créatures, on en trouve une, je vais le mettre plutôt comme ceci, ce serait plus malin. On en trouve une qui a 4 de déplacement, 1, 2, 3, 4, qui va aller vers l'ennemi, et l'autre qui a 2, qui va avancer comme ceci. Je peux décider ou pas de révéler quelque chose comme ceci. Si je révèle et que je vois le mot engage, comme je l'ai dit, eh bien systématiquement, la troupe, je n'ai pas le choix. Je dois la montrer et il va falloir attaquer. Je vais attaquer de 2 parce que c'est son pouvoir d'attaque. Elle fait 2 dégâts. L'autre attaque de 1. Elle fait 1. Fin de la zone d'attaque. Si l'autre créature avait un range de 2, elle aurait pu tirer éventuellement à distance.
Fin du round, je fais mes déplacements, on recommence un nouveau round. Le nouveau round, si je n'ai pas encore fait mes 2 constructions de cette phase d'assaut, je peux faire une construction pour peu que j'ai récupéré de la ressource. Si j'ai récupéré donc des points de source, parce que j'aurais déjà tué une des créatures qui m'en ramenait, eh bien je pourrais dépenser, rajouter quelque chose de manière spécifique, éventuellement une tourelle. Imaginons qu'effectivement on ait une tourelle qui soit créée quelque part. La différence, elle serait sur quoi? Eh bien, c'est que quand il y a des déplacements qui vont se faire, je vais récupérer ma tourelle ici avec 1 d'attaque et un point de portée. Je l'ai construit sur une source. Et imaginons que cette tour, je fais ma deuxième construction, mon deuxième action de construction limitée, ce soit pour rajouter encore un range. Eh bien, si mon arrière, quand il s'est déplacé, donc si mon corbeau, quand il s'est déplacé ici, il se trouvait à 3 de portée, donc 2 des 2 ranges que j'ai mis, plus 1 de base fait bien 3, 1, 2, 3, eh bien ma tour aurait pu répliquer, aurait pu l'attaquer. Comment se passe une attaque de tour? Elle a aussi un point de combat, mais il est cette fois-ci en rouge, pas en orange. En rouge, ça veut dire qu'on va jeter un dé. Le dé, c'est un dé 6, il a une face 0, une face 2 et les 4 autres faces sont toutes des faces 1. Il a 1 d'attaque. Il va donc jeter un dé sur l'ennemi qui est à portée. 0, pas de point de dégâts. Il faisait 1, il faisait 1 point de dégâts. Il n'y a pas moyen de répliquer pour le arrière, pour l'oiseau qui se trouve ici, parce que c'est une tour qui attaque après son déplacement. Si on avait une configuration comme ceci, où il ne savait pas se déplacer pour se rapprocher de son objectif qui est la forteresse et l'entrée de la forteresse ennemie, eh bien, à son phase de jeu, donc il fait tous les déplacements de toutes ses troupes, et ensuite, même celle qui n'a pas bougé, si elle est à portée, eh bien, elle se fait tirer par la tour. Donc, une fois que les déplacements d'un joueur sont faits, on regarde toujours s'il est à portée d'une tour. Si c'est le cas, la tour l'attaque. Si la tour a plusieurs choix, ici 1, 2, 3, 1, 2, 3, donc il y a 2 zones possibles, eh bien la tour va choisir laquelle des 2 il décide d'attaquer. Mais elle n'attaquera jamais qu'une seule fois. Qu'importe le nombre d'adversaires. C'est comme on ne réplique qu'une seule fois quand on se fait frapper dessus. Qu'importe le nombre d'adversaires que vous attaquez, c'est le même principe pour les tours. Donc les tours vont vous permettre de grignoter les points de vie des adversaires avant qu'ils arrivent près de vous. Maintenant, si un adversaire arrive à rejoindre votre tour, que va-t-il se passer? Eh bien, la tour peut toujours attaquer. Elle a un range de 3, donc elle peut tirer à 1 et à 2, ce n'est pas un gros souci. Une fois qu'elle aura attaqué, elle va pouvoir subir l'assaut de l'adversaire. Ici, c'est un petit peu spécifique parce que les créatures ont un talent Quick Strike qui permet de frapper avant la tour, mais qu'importe. L'adversaire va frapper, il fait 2 de dégâts. Eh bien, il fait 2 de dégâts et il va enlever un seul jeton. Un seul jeton, pourtant il a fait 2 de dégâts. Eh bien oui, qu'importe le nombre de dégâts, on enlève par attaque qu'un seul jeton et toujours celui qui est le plus bas. Les fortifications ont une spécificité, c'est que pour enlever une fortification, il faut qu'il y ait une créature qui fasse 2 points de dégâts en une seule fois. Ça, c'est l'avantage des fortifications, c'est qu'on se prémunit des petites créatures parce qu'elles ne sont pas assez fortes. Alors ça veut dire qu'une tour, eh bien, il faut l'attaquer beaucoup de fois, beaucoup de rounds d'affilée pour finir par l'éliminer et donc la détruire et récupérer ses points de vie. Il ne faut pas oublier que si une créature a attaqué une tour au tour suivant, elle ne reste pas là pour continuer à frapper dessus. Elle va continuer son chemin pour aller vers la forteresse adverse qu'on a choisie avant l'assaut et va essayer d'aller frapper la forteresse absolument qui se trouve en face. Quand on se trouve ici, on va frapper la forteresse, c'est-à-dire qu'on va faire les points de dégâts sur les points de vie de la forteresse. Ici, 10 points, 2 points d'attaque. La forteresse va perdre donc 2 points de vie. La forteresse réplique toujours en faisant 1 point de dégâts. Que ce soit une créature qui soit à portée ou que ce soit une créature qui tire avec un range dessus. Elle fait toujours 1 point de dégâts en réponse. Donc, elle n'a pas été détruite. Tour suivant, elle va se faire attaquer par la tour éventuellement, mais elle a Quick Strike, elle frappe avant. Elle fait 2 points de dégâts et elle meurt. Et le joueur qui tient la forteresse va récupérer les 2 points de source pour l'avoir détruit. Mais il est déjà passé ici
Donc 2 et 2 à 6 points de vie. La créature éliminée revient dans la baraque, dans le stock du joueur. Les créatures éliminées, oui, mais pas le héros. Le héros, s'il est détruit, il est retiré du jeu. Par contre, si à un moment ou à un autre, toutes les troupes normales ont été détruites, donc toutes les troupes normales, parce que le héros, lui, il n'est pas obligé d'aller attaquer. Lui, c'est le seul personnage libre. Il peut décider de sortir et d'aller se balader, d'aller voir le reste du pays, pour aller découvrir de nouveaux endroits, pour aller rechercher de nouvelles sources ou autres. Mais il y a un moment où il est peut-être en train de se balader et toutes les troupes ont été détruites. Eh bien, il s'arrête, il reste sur place et il ne bouge plus. Idem si à un moment donné, il n'y a plus qu'un seul joueur qui aurait encore des troupes valides. Donc par exemple ici, imaginons que j'ai encore mon dispatch qui est en train de se déplacer dans le jeu et que j'ai mon héros qui a été promené, mais que ses autres ennemis n'ont plus de troupes, plus de héros, rien du tout, et bien alors il va mettre un petit campement et il va attendre la fin de la manche jusqu'à ce que sa dernière troupe soit morte, pour pas qu'un héros qui est en train de se balader fasse un petit peu tout le jeu pendant qu'il y a encore une ou l'autre de ses troupes qui sont en train d'agir. S'il n'y a plus que sa faction en jeu, et bien le héros en question se met au repos. Quand il n'y a plus du tout de minions, qu'il n'y a plus du tout de troupes standardisées, tous les héros s'arrêtent là, fin de la manche, ils repartiront de l'endroit où ils sont à la manche suivante. Alors les héros sont un petit peu spécifiques parce que si un héros en vient à détruire un ennemi, il va gagner un bonus, il va gagner un upgrade. Eh bien les héros ont eux aussi une ou plusieurs petites boules bleues en bas à gauche. À chaque fois qu'ils éliminent une tourelle ou un ennemi quelconque, eh bien ils vont gagner un petit bonus. Ce petit bonus, ils vont le choisir parmi fortification, attaque et éventuellement range. Alors, fortification, hop, ça leur donne un point de vie en plus. C'est le premier point de vie qui partira si jamais ils se prennent des coups. Attaque, ça augmente leur niveau d'attaque en orange, le nombre de dégâts qu'ils feront par tour. Et range, qui augmenterait la portée, n'est valable que si le héros a déjà le talent de range, a déjà une arme à portée, auquel cas ça augmenterait sa portée, mais s'il n'a pas d'arme de portée, il ne peut pas choisir le range et donc il va devoir se borner à défense, donc des points de vie, ou attaque, augmenter ses dégâts. S'il a déjà eu au préalable une augmentation et qu'il l'élimine à nouveau, qu'il donne le coup fatal sur un autre ennemi, eh bien il va être retourné de l'autre côté. Il y a une face où il y a une petite étoile. C'est la face améliorée, c'est le héros qui est augmenté. Il perd ses améliorations et il récupère éventuellement la possibilité ici de remettre une nouvelle amélioration s'il fait une nouvelle victoire. Une fois qu'il est au maximum, ben, il ne peut plus bouger. Donc ici, ses points de vie peuvent changer, ses déplacements, sa force d'attaque, ses récompenses et ses talents. Donc on va avoir des créatures qui, elles, vont augmenter. Ça, c'est le héros. Le héros, il augmente. Mais les autres créatures, elles n'augmentent pas. Elles sont souvent définies dès la préparation avec les points de commandement, d'un côté ou d'un autre. Comment est-ce que je choisis de mettre une troupe qui est sur sa face améliorée, la face avec la petite étoile? Eh bien pour certains, c'est parce qu'on a créé dans notre forteresse, on a créé des développements qui nous donnent accès à la phase retournée de certaines de mes créatures. Notre troupe, comme les bleus ici, elles ont accès à toutes leurs troupes de toutes les faces. Donc c'est directement le propriétaire qui va choisir dans quel côté il va placer sa ou ses troupes. D'autres ont encore d'autres règles. On va avoir vraiment chacun des possibilités de développement qui vont être totalement différents. On aura accès à tout, on aura accès seulement à une partie. Et c'est ça que c'est très important, c'est d'aller regarder au niveau de la fiche pour voir les troupes, quels talents elles ont, comment ça fonctionne. Et je ne peux que vous conseiller de prendre la version en français qu'on va retrouver donc sur BGG pour bien comprendre toute la fiche et vous aider dans les premières parties. Et quand vous allez jouer avec une faction puis que vous allez jouer avec une autre faction, vous allez redécouvrir le jeu parce que les autres possibilités sont totalement différentes pour une autre faction. Donc les troupes vont avancer jusqu'à attaquer la forteresse ennemie. La forteresse ennemie, je retire un petit peu de truc ici, qui peut avoir une défense contre les ennemis quand ils arrivent. Quand j'arrive ici, comment est-ce que je compte la portée ici? Donc j'en ai un range, une attaque de base, donc j'ai un de déplacement en plus. Comment je compte la portée pour ma troupe? Eh bien, je compte 2, 1, 2. Mais je peux aussi compter 2, 1, 2. Pourquoi?
Parce qu'on considère que la gate, que la porte ici d'entrée, n'est pas un hexagone que l'on va comptabiliser pour sortir avec notre tour. On va pouvoir compter 1, 2, 3 ou 1, 2. Ici, 1, 2. Donc c'est uniquement juste devant où la sortie de la porte est toujours à 1 pour les deux emplacements de tours que l'on peut avoir à gauche et à droite de la porte. Donc le 1 est en face et le 1 est en face de la porte. Un ennemi pourrait très bien arriver ici et donc attaquer là-bas ou là-bas pour peu qu'il ait du range. S'il attaque la porte, on va diminuer ses points de vie, on va prendre un dégât en retour. Et imaginons par exemple ici j'ai un volant. Eh bien le volant il se déplace ici. Quand il se déplace là, il ne se fait pas tirer par une plateforme si elle n'a pas la possibilité d'attaquer des volants. Et donc on pourrait très bien imaginer que lui à chaque tour, il fasse des points de dégâts ici, sans se prendre des points de dégâts en retour, parce que lui vole, lui ne sait pas tirer sur les volants. Une tour ne réplique pas quand on l'attaque, elle n'attaque que lorsque le joueur joue, elle n'attaque que juste après la phase de mouvement du joueur et pas lors de sa phase d'attaque. Et donc on pourrait imaginer qu'une créature, round après round, élimine donc une tour avant de s'attaquer à la porte d'entrée qui elle réplique, même si la créature vole, il n'y a pas de problème, elle fait un point de dégâts à chaque tour alors qu'elle elle se prend des coups aussi. Ça c'est vraiment une possibilité dans le jeu, c'est pas à négliger. Si jamais une forteresse est réduite à 0 et donc elle est détruite, si le jeu n'est pas terminé parce qu'il y a encore des forteresses qui sont en cours, ce qui va se passer c'est que celui qui a attaqué la forteresse va récupérer toute la source restante, enfin donc la piller, va augmenter chez lui sa source et ceux qui visaient cette forteresse-là vont devoir choisir un nouvel ennemi et leurs troupes vont alors changer de direction et vont aller attaquer ce nouvel ennemi pour peu que ce soit encore possible. À la fin du jeu, si quelqu'un est complètement détruit, eh bien le joueur restant est le joueur vainqueur. Si après 4 vagues, il y a encore des forteresses entières, on va compter ainsi les points de victoire de chaque forteresse, c'est-à-dire on va compter le nombre de points de vie qu'elles ont encore, plus le nombre d'améliorations disponibles, et celui qui a le plus ainsi va être le vainqueur. Si par contre, à la fin d'une vague, ce qui n'est pas la dernière vague, il y a quelqu'un qui est détruit, mais que ce ne soit pas encore la fin pour les autres joueurs, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir récupérer jusqu'à 3 points de vie maximum pour sa forteresse en sacrifiant des niveaux d'amélioration. Si on n'a plus de niveau d'amélioration en payant en source, je vous rappelle qu'au début de chaque manche, on commence avec de la source 5, 7, 9, 11. Par 3 points de source, on peut récupérer un point de vie, on peut arriver à maximum 3 et alors on remet des troupes en jeu pour cette phase-là, sauf qu'on est beaucoup plus affaibli vu qu'on n'est déjà plus qu'à 3 points de vie, qu'on risque la défaite à tout moment. Mais donc on n'est pas hors du jeu même si on n'a plus ces troupes. Un dernier petit détail, vous avez des cartes de reliques. Pourquoi? Parce que certaines récompenses associées à des jetons vont vous donner des objets spécifiques que vous allez pouvoir associer à votre héros. D'autres récompenses de jetons, outre de la source, donc on l'a déjà vu, peuvent vous donner la possibilité de construire directement et gratuitement une tour sur l'endroit où vous avez éliminé la troupe. Très utile aussi, pour peu que vous n'ayez pas été éliminé dans une zone où personne ne passe. Il existe aussi une limitation au niveau du nombre de tours que vous pouvez construire. À 2 joueurs, vous allez pouvoir mettre 6 chacun. À 4 joueurs, vous n'en avez que 4. Et à 3 joueurs, vous en avez 5. Donc ça, c'est très important. Si vous en construisez déjà dans votre forteresse, vous n'en construirez plus que 2 à 4 joueurs dans le plateau. C'est donc un jeu très intéressant au niveau du tower defense que vous allez devoir faire ici. Avec 4 vagues d'assaut, il se passe des choses, on queen, on râle, on essaie de se développer, on essaie d'aller à gauche à droite, mais c'est un vrai beau jeu avec un matériel fantastique d'attaque en tower defense qui est très plaisant à jouer. Je pense que ceux qui en ont fait déjà quelques parties vous le diront, vous le confirmeront. Derrière cela, il y a 2 autres possibilités de jouer. Vous avez 2 grands livres ici, un pour jouer en solo, l'autre pour jouer en coopératif. Et donc vous allez pouvoir jouer seul, affronter l'ennemi à divers niveaux. Donc il y a une IA qui existe et vous allez faire toute une histoire ainsi de l'un ou de l'autre pour découvrir les aventures sur le monde, ou jouer en coopératif aussi contre l'intelligence artificielle du jeu. Vous allez pouvoir et devoir réussir à vous mettre d'accord
pour réussir à l'éliminer. Ce qui est loin d'être simple et qui vous procurera aussi de belles heures de jeu. Voilà, Cloudspire, un jeu vraiment très intéressant, vraiment très agréable, en très peu de quantité disponible, à un prix assez conséquent, je pense que c'était 130 € sur le site de Shiptory Games, plus les frais de port. Attention qu'ils ont des stocks en Europe et aux États-Unis, bien choisir l'Europe pour vous éviter la douane au niveau des transferts ainsi. Mais très bien, qui tourne vraiment de manière très agréable, le fait de découvrir, d'attaquer, de ne pas attaquer, de faire des choix. Vos mobs qui vont se rentrer dedans, on retrouve du League of Legends pour ceux que ça parle, au niveau du style, où on a ces mobs qui avancent non-stop vers l'ennemi. Essayez de pouvoir connaître un petit peu les troupes ennemies, donc une lecture très longue, très fastidieuse dans un premier temps quand on découvre le jeu. Mais une fois qu'on les connaît, c'est beaucoup plus simple. Une petite remarque au niveau des placements de ces tuiles-ci. Vous devez aussi les placer à un endroit que vous contrôlez. Donc si vous n'avez pas de tour ici, vous ne contrôlez pas les zones là-bas. Donc je ne pourrais pas aller le mettre à un endroit ou à un autre. Et quand en phase de construction, je place, ici je pourrais le mettre par exemple ici. Quand en phase de construction, je place un de mes néoprènes, je peux directement construire sur la source qui est directement visible. Donc je peux directement construire éventuellement une petite tour en plus. Voilà, je pense que j'ai fait le tour principal au niveau du jeu. Le reste, ça va être vraiment des détails de pouvoir, de talent de l'un ou de l'autre. Maintenant, c'est à vous de jouer. Bonne journée.